Donc la société qui se démocratise en 1914 est également une société de conflits. L'aspiration aux droits politiques et sociaux forme la trame des conflits du temps. Le monde ouvrier, en effet, cherche à s'organiser pour peser sur le système politique et arracher des lois sociales. Jusqu'aux années 1880, les élites refusent le droit essentiel de se syndiquer ou de déclencher des grèves de façon légale. Mais la question sociale se posant de façon de plus en plus crue, on assiste à des formes de compromis entre les élites et les classes ouvrières. De façon très difficile, les ouvriers se dotent d'organisations politiques et syndicales qui vont leur permettre d'acquérir un certain nombre de droits. Ce sont d'abord les organisations syndicales qui se forment dès les années 1840 en Angleterre, malgré une très forte répression du gouvernement. En effet, le libéralisme considérait comme une atteinte aux lois du marché toute organisation collective visant à influer sur les salaires ou les conditions de travail. Cependant, à la même époque, la tragédie des enfants travaillant dans les usines et le sort des femmes mobilisent les bonnes consciences. Les premières lois de protection sont votées à ce moment pour limiter l'exploitation de ces main-d'œuvre fragiles et largement sous-payées. Effectivement, le prolétariat vit dans des conditions difficiles, mais femmes et enfants, mais également les immigrés, composent un lumpenprolétariat, c'est-à-dire un sous-prolétariat encore moins payé que leurs homologues masculins. L'efficacité de ces lois reste cependant faible, faute d'une administration suffisamment puissante et respectée pour les appliquer. Ce n'est qu'après 1870 que les syndicats ouvriers apparaissent dans tous les grands pays d'Europe et en Amérique. La CGT, fondée en 1895, s'appuie déjà sur un passé assez ancien, puisque la loi de 1884, dite Waldeck-Rousseau, avait permis l'établissement de premiers groupes, la CGT étant le premier syndicat qui va tenter d'unifier tous ces mouvements dans une vision plus globale. La répression avant 1914 reste cependant forte, d'autant que dans de nombreux pays, la grève n'est pas encore reconnue officiellement. La France fait à ce titre exception, puisque le droit de grève a été obtenu en 1864 de façon très précoce. Cependant, les manifestations tournent fréquemment au massacre, pur et simple, comme à Chicago en 1877. Le massacre de Haymarket en 1886 provoque une onde de choc mondiale qui conduira à la mise en place du 1er mai comme jour commémoratif des travailleurs. Le 1er mai devient donc la date symbole du combat pour les conditions ouvrières. Ainsi, les ouvriers français à Fourmies, dans le nord de la France, manifestaient pour la journée de 8 heures. La troupe tire sur cette manifestation pourtant pacifique. Le 1er mai 1891, on relève 9 morts et 35 blessés. Ces organisations syndicales se donnent comme but la conquête des droits pour les ouvriers sur le lieu de travail et l'amélioration immédiate de leurs conditions de vie. Hausse de salaire, baisse du temps de travail à 8 heures, cette quête de la journée de 8 heures étant l'un des leitmotifs du combat syndical avant 1914. Avec l'essor du socialisme dans les années 1890, les organisations syndicales basculent majoritairement vers une vision révolutionnaire. Elles se veulent le point de regroupement des ouvriers pour déclencher une insurrection. Les partis socialistes se développent au même moment avec des objectifs divers selon les pays et les traditions locales. Bien que l'organisation soit d'abord pensée par ses promoteurs comme transnationale, l'Association internationale des travailleurs est fondée en 1864, c'est la première internationale, les divisions nationales et idéologiques sont puissantes et se renforcent au cours des années. Les anarchistes de Bakounine sont majoritaires, alors que les disciples de Marx ou les mutuellistes de Proudhon apparaissent comme des minorités qu'il faut écarter. Ces divergences tactiques et stratégiques séparent le mouvement ouvrier, ce qui débouche à une scission de la Première Internationale en 1876. La Première Internationale reste à dominante anarchiste, alors que les marxistes deviennent majoritaires dans la Deuxième Internationale. C'est après la Première Guerre mondiale que cette Deuxième Internationale se séparera entre le mouvement socialiste, qui compose encore aujourd'hui la Deuxième Internationale, et le mouvement communiste, qui formera la Troisième Internationale. À l'échelle nationale, les courants socialistes s'organisent également selon leur propre stratégie. En Allemagne, le Parti social-démocrate naît en 1875. Il constitue une force politique majeure, devenant le premier parti du pays
aux élections de 1913. Ce parti hésite entre la voie révolutionnaire d'un Marx et la voie social-démocrate revendiquant essentiellement des réformes sociales sous l'égide de la pensée de Lassalle et Bernstein. En France, à la même époque, la SFIO, section française de l'Internationale ouvrière, fondée par Jean Jaurès en 1905, regroupe des courants extrêmement divers et seule la personnalité forte de Jaurès permet d'unifier courant révolutionnaire et courant réformiste.